Donc, je suis bien contente de retrouver, même j'ai vu dans les commentaires certains étudiants à qui j'ai enseigné, là, fait que c'est plaisant de reconnaître certains noms là, que j'ai croisés dans les dernières années. Génial! Ouais. Génial. Donc, avant de commencer, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour tout le monde? Oui, donc Anne-Marie Troncoso, je suis physiothérapeute depuis bientôt 8 ans. J'ai gradué de l'Université Laval donc en 2012 et j'ai commencé à travailler dans une clinique privée dès ma sortie là, de l'école. Donc, ça m'amène à travailler avec une clientèle musculo-squelettique et sportive, monsieur, madame, tout le monde, on va dire des sportifs amateurs. J'ai par la bande couvert des événements sportifs, là, plus du football, là, donc vraiment des blessures là, sur le terrain. J'ai enseigné à l'Université Laval plus le cours d'anatomie, donc c'est quand même une matière avec laquelle je suis à l'aise. Et à Latitude, donc comme Raphaël, tu l'as dit tantôt, école de masso à Québec. Donc là-bas, depuis 2015, j'enseigne les cours d'anatomie, de pathologie et depuis l'an dernier, là, juste avant que je tombe en congé de maternité, le cours de masso-kiné, je co-enseigne dans ce cours-là. All right. Je vois qu'il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de son, mais je pense que c'était juste momentané, là. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien. Je pense que ça fonctionne. C'est juste au début, il y a peut-être eu un petit lag. Pas de problème. En fait, c'était quand j'ai commencé à parler là, vers 3 heures, donc ça devrait être pas pire maintenant. Okay. Parfait. Donc, ben merci. Merci encore une fois d'être là. Et puis, on se lance. Donc, je vais me cacher dans les coulisses et puis je te laisse la scène. Super! Bon, donc, comme vous avez pu voir le titre de la présentation aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui touche beaucoup de gens, surtout dans ce contexte-ci de pandémie, là, vu qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison, qui ont des travaux là, de bureau. Donc, ça peut être vraiment intéressant de voir comment on peut modifier un peu notre poste de travail, puis comment un poste de travail qui est mal ajusté peut entraîner des pathologies ou peut même les entretenir. Donc, quelqu'un qui a déjà un diagnostic d'une pathologie X, qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation, comment une posture qui est déficiente peut faire en sorte que cette blessure-là, elle perdure dans le temps. Donc, c'est des notions là, que vous allez pouvoir utiliser facilement avec vos clients qui se présentent avec des pathologies, on va dire, qui ont tendance à chroniciser un petit peu, là, ou qui sont plus tenaces là, à guérir avec les divers traitements. Donc, si on va avec le déroulement de la présentation, fait que je vais probablement vous présenter c'est quoi une posture optimale, hein, parce qu'il faut voir c'est quoi la norme avant de comprendre là, comment ça peut influencer les blessures. Fait qu'on va passer là, certains points un petit peu plus techniques. Ensuite, j'ai relevé là, les principales pathologies. Il y en aurait plein d'autres, évidemment, là, mais j'ai essayé de me concentrer sur celles que vous voyez plus dans vos bureaux, finalement. Puis, je vais essayer vraiment de vous expliquer comment cette posture déficiente-là peut influencer l'anatomie et la biomécanique. Parce que quand on comprend bien ces aspects-là, c'est plus facile de l'expliquer au client. Et lui, en comprenant mieux comment ça se passe dans son corps, il va être plus enclin à respecter ces consignes-là, finalement. Fait qu'on va y aller avec la région cervicale, dorsale, l'épaule, poignée-main et la hanche. On va terminer en mettant l'accent sur votre rôle à vous comme intervenant de première ligne et on va finir avec la période de questions. Alors, si on regarde à quoi devrait ressembler une posture optimale. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça ressemble à la dernière image, donc le monsieur à l'extrême droite, quoique certaines personnes, quand elles sont installées au bureau, ça peut ressembler à ça, mais on va voir la position optimale, à quoi ça ressemble. Donc, le document que vous allez voir sur la prochaine diapo, c'est un document qu'on retrouve sur le site de la CNESST, que moi, j'ai simplement là, découpé pour que ça rentre dans les diapos. Mais c'est un document qui est vraiment bien fait. Fait que vous, si vous voulez, dans vos bureaux, vous pourriez en avoir des copies. C'est accessible à tout le monde. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent avec mes clients parce que il n'est pas rare, dans le fond, que dans des compagnies, que ce soit privées ou publiques, les gens n'ont pas nécessairement accès à des ergonomes ou à des ergothérapeutes ou ils ont accès, mais c'est très, très long. Des fois, ça prend 2-3 mois avant d'avoir accès à ce service-là. Donc, déjà, de leur remettre la base. Des fois, juste des petits ajustements, ça peut faire toute la différence sur
leur douleur, sur leurs blessures. Donc, c'est un document là, que vous pouvez remettre sans problème. Puis, en le comprenant, donc avec les explications que je vais vous donner, vous allez pouvoir le compléter là, en le remettant. Fait que si on commence avec le numéro 1, que si vous regardez sur l'image de gauche, ça réfère au numéro qui est sur la cuisse de la dame. Donc, ça réfère à la hauteur du siège. C'est sûr que certaines chaises là, dites de base, il y a peu d'ajustements. Souvent, c'est juste la hauteur, des fois un peu l'inclinaison du siège. Fait que c'est sûr que des fois, on devient vite limité dans les ajustements. Mais si on a une chaise là, qui est dite plus ergonomique, là, souvent tous les ajustements que je vais vous parler vont être modifiés. Alors, la hauteur du siège doit être, dans le fond, réglée pour que les pieds soient en appui sur le sol. Fait que si on met la chaise trop haute, évidemment, les pieds vont être dans le vide, puis ça va amener les cuisses qui vont un peu pointer vers le sol. Donc, l'angle au niveau des hanches va être plus grand que 90 degrés. Puis ça, c'est pas souhaitable. Ça amène des tensions musculaires, ligamentaires, au niveau des nerfs qui peuvent finir par engendrer des douleurs. À l'inverse, si le siège est trop bas, bien là, à ce moment-là, l'angle au niveau des hanches va être plus petit que 90 degrés. Puis là, on va avoir une compression au niveau des structures qui passent dans l'aine, dont des muscles, comme par exemple le psoas. Puis il y a un gros paquet vasculo-nerveux aussi qui passe dans ce coin-là, donc des grosses veines, des grosses artères, des gros nerfs. Fait que pour quelqu'un qui est assis comme ça pendant 8 heures par jour, 40 heures semaine, ça pourrait devenir problématique. Donc, la première des choses, c'est de respecter cet angle-là, à peu près 90 degrés, de sorte que les cuisses soient parallèles au sol. Puis, si l'ajustement fait en sorte que nos pieds ne touchent plus à terre, bien, il faut se procurer un repose-pied ou tout simplement une boîte de carton. On n'a pas besoin d'acheter un repose-pied officiel là, pour que ça fasse le travail. Le point 2, c'est l'angle de l'assise en arrière. Fait que ça devrait être très légèrement incliné vers l'arrière. Fait que pas non plus là, droit, mais pas non plus comme dans une voiture sport, par exemple. Juste un petit peu penché vers l'arrière. Et le dos doit être bien supporté. Donc, les fesses reculées le plus loin possible. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, des gens qui travaillent juste le bout des fesses, là, presque sur la chaise. Si c'est comme nous, par exemple, et vous aussi, quand on fait notre note au dossier, qu'on s'assoit juste un petit peu sur le bout de la chaise, c'est pas super grave. Ça, c'est vraiment pour les gens qui gardent cette posture-là pendant des heures à tous les jours. C'est important d'essayer d'être le plus ergonomique possible. Et le fait d'avoir justement les fesses et le dos bien appuyés en arrière, pour les gens qui sont pas très grands ou qui n'ont pas des longues jambes, bien, des fois, ça fait en sorte que l'espace derrière le genou va être comprimé. Ici, vous voyez sur l'image, hein, derrière le genou, il y a un petit espace avant d'arriver à l'assise. C'est ce qu'on souhaite. Des fois, c'est pas possible. L'assise vient à côté en arrière. Fait qu'il faut essayer de trouver un juste milieu pour pas qu'il y ait une compression trop longtemps derrière le genou, donc dans le creux poplité qu'on appelle, parce qu'il y a des branches du nerf sciatique, hein, le fameux nerf sciatique qui passe derrière le genou. Donc, pour quelqu'un qui aurait déjà des symptômes de sciatalgie, de nerf sciatique, s'il y a une compression maintenue derrière le genou, ça pourrait entretenir finalement ces symptômes-là. Fait que c'est important de garder un petit dégagement là, de 1 ou 2 cm derrière le genou. Si on passe au prochain point, donc le point 3, les appuis-bras. Donc, les appuis-bras, devraient permettre aux épaules de rester bien relâchées. Fait que si nos appuis-bras sont trop hauts, qu'est-ce que ça va faire? On va avoir les épaules qui se rapprochent de nos oreilles. Donc, les trapèzes, élévateurs de la scapula, ils vont pas aimer ça parce qu'ils vont être toujours en contraction, en travail maintenu. Donc, on devrait avoir les bras le plus près du corps possible, donc de ne pas avoir les bras écartés parce que là, c'est d'autres muscles de la courbe des rotateurs qui vont être en travail soutenu. Donc, les bras le plus près du corps, les avant-bras appuyés évidemment sur les appuis-bras et les épaules relaxes. Si nos appuis-bras ne sont pas ajustables, parce que ça arrive sur certaines chaises, tant qu'avoir un ajustement qui n'est pas le bon, on est mieux de les enlever carrément. On va finir par s'habituer d'avoir les épaules relâchées. Donc, c'est mieux ça que de les avoir trop hautes. Le point 4,
c'est la hauteur de notre petite tablette, là, du support pour le clavier. Donc, comme on regarde là, au niveau du coude, l'angle devrait être environ de 90 ou un petit peu plus grand. Fait qu'on ne devrait pas avoir vraiment là, un angle fermé au niveau des coudes. Donc, ça va arriver si notre clavier est beaucoup trop haut. Puis ça peut être un peu plus grand que 90, là, fait qu'il peut être un petit peu plus bas. Fait que c'est sûr que des fois, c'est un petit peu difficile d'être capable de régler tous ces éléments-là, parce que des fois, quand on joue sur un, on influence l'autre. Fait qu'on essaye aussi là, d'avoir une action sur les éléments qui sont peut-être plus en lien avec les douleurs ou la blessure de la personne. Si on passe à la prochaine image, donc là, vous voyez que j'ai sauté le point 5, 6, 7 parce qu'il se retrouve sur une autre image là, que j'ai pas mis. Donc, ça saute au point 8. Ouais, l'autre diapo, c'est ça. Donc, le point 8 pour l'écran, fait que c'est la distance entre les yeux de la personne et l'écran. On dit une longueur là, très facile à mesurer, une longueur de bras. Fait qu'il devrait avoir à peu près ça entre les yeux et l'écran en tant que tel. Si c'est trop loin, des fois, quand l'écriture est petite, on va avoir tendance à faire ça comme ça avec le cou. On va voir un peu plus tard, là, dans la deuxième partie de la formation, qu'est-ce que ça peut amener, ça, comme problématique d'avoir la tête, un port de tête comme ça antérieur. Fait que longueur de bras, on ne se trompe pas. Et la hauteur de l'écran devrait être à la hauteur des yeux. Donc, encore la même chose, si l'écran est trop haut, on va avoir tendance à faire ça comme ça pour être capable de bien lire. Puis au contraire, si l'écran est trop bas, bien tranquillement, pas vite, on va se pencher comme ça vers l'avant, puis ça va amener des problèmes que je vais encore vous parler dans la deuxième partie de la formation. On ajuste l'écran l'angle comme ça pour qu'on soit confortable, qu'il n'y ait pas de reflets et tout ça. Puis pour les gens qui utilisent des verres à foyer progressif, les gens qui doivent lire dans le bas de la lunette pour être capable de voir les petites écritures, bien, il faut faire attention avec ça parce qu'ils vont avoir tendance à lever aussi le menton pour pouvoir lire dans leur foyer. Puis de faire ce mouvement-là des centaines de fois par jour, ça peut amener des problèmes aussi. Donc, vous pouvez référer ces gens-là à un optométriste. Il y a des lunettes qui existent pour les gens qui ont des foyers progressifs et qui doivent lire à l'ordinateur. Donc, sachez que ça existe. Les gens peuvent s'informer au besoin. Si on passe maintenant à la souris, donc la prochaine image, vous allez avoir une image là, en vue du haut. Donc, l'angle, l'espacement qu'il y a entre la main qui tient la souris et le clavier, cet espace-là devrait être le plus petit possible. Parce que, encore une fois, on va le voir un peu plus tard dans la présentation, si la souris, elle est trop loin, bien, mon bras va être en abduction. Quand le bras est éloigné du corps, on va être en abduction maintenue. Ça aussi, ça peut amener des problèmes. Fait que le plus près possible de soi, si les gens font un travail qui ne nécessite pas d'avoir le clavier numérique. Si c'est des gens qui font plutôt du traitement de texte, qui n'ont pas trop besoin là, de faire d'équations ou de rentrer des chiffres dans des tableaux Excel et tout ça, moi, je leur suggère souvent d'aller se procurer un clavier qui n'a pas le pad numérique. Ça existe, un clavier moins long finalement. Ce qui fait que si on supprime les chiffres à droite, bien, ça nous permet de ramener la souris plus près de nous. Elle va être presque en ligne droite avec l'épaule. Donc, ça fait une grande différence pour les gens qui ont des problématiques à l'épaule, dont des tendinites qu'on va voir tantôt, des tendinites de la coiffe des rotateurs. Il y a aussi l'angle. Là, j'ai pas... on ne voit pas l'image là, ici, là, mais vous savez, là, les petites pattes qu'il y a derrière les claviers d'ordinateurs qui ne sont pas portables, les ordinateurs de table, bien, on a beaucoup tendance à les lever, ces petites pattes-là, pour avoir un angle au niveau du clavier, mais on ne devrait pas, en fait. Il faudrait que le clavier soit le plus à plat possible pour qu'il n'y ait pas d'angle au niveau de mon poignet. Parce que si je monte les petites pattes, mon poignet va être en extension, finalement. Puis on va voir tantôt que pour le fameux tunnel carpien, c'est pas l'idéal. Là. Ça pourrait expliquer pourquoi des gens qui travaillent beaucoup en bureau et qui ont un angle maintenu comme ça d'extension peuvent développer des symptômes qui s'apparentent au syndrome du tunnel carpien. Alors, fait que ça, c'est finalement les grandes lignes d'une posture optimale au bureau.
expliqué par une physiothérapeute. Moi, je suis pas ergonome, c'est sûr, mais c'est vraiment les grandes lignes, là. Fait que déjà, si vous, à la maison, vous appliquez ça quand vous faites de l'ordinateur, les gens qui travaillent de la maison en télétravail, déjà, ça peut enlever beaucoup de douleurs et de maux, dans le fond, qui sont facilement évitables si on a simplement une bonne ergonomie au travail. Fait que maintenant, on va décortiquer certaines régions du corps, les principales, comme je vous ai dit en introduction. Et je vais vraiment vous expliquer là, comment la posture influence l'anatomie et la biomécanique. Et donc, en l'évitant, comment on peut essayer de faire marche arrière un peu, là, puis de finalement se débarrasser de certaines douleurs. Alors, commençons par la région cervicale, hein, une région que vous travaillez beaucoup. À ma connaissance, quand les gens consultent souvent pour avoir des soins en massage, là, souvent ça arrive hein, que les gens se plaignent de tension au niveau du cou, des maux de tête, des choses comme ça. Fait que c'est une région que vous avez à beaucoup travailler puis qui peut être influencée par une mauvaise ergonomie. Donc, si on regarde la première image de la prochaine diapo, c'est une posture qu'on appelle en protraction cervicale. Hein? Fait que ça, c'est pas une posture optimale. Quand je regarde quelqu'un, si vous regardez quelqu'un de profil, on devrait être capable de tracer une belle ligne droite qui passe à peu près par le trou d'oreille, qu'on appelle le méa acoustique, le lobe d'oreille, et ensuite à peu près dans le milieu du cou, là où se trouvent les vertèbres cervicales. Ici, si on traçait une ligne, justement, bien, on voit que les oreilles sont beaucoup plus avancées par rapport aux vertèbres cervicales. Fait que le vrai terme, c'est une protraction cervicale. Des fois, on va entendre un port de tête antérieure aussi. C'est toutes des synonymes. Et c'est vraiment là, une posture qu'on voit beaucoup chez les étudiants, chez les gens qui travaillent au bureau, dans les transports en commun, quand les gens font du cellulaire, etc. Alors, qu'est-ce que ça fait finalement, cette posture-là de protraction au niveau des vertèbres? Alors, l'image de droite, je vais vous l'expliquer un peu parce que pris hors contexte, là, des fois, les images, c'est difficile à comprendre. Fait que c'est la même chose, hein, l'image de gauche et de droite. Là. Fait que vous avez au-dessus, la première vertèbre, là, finalement, c'est l'occiput, donc c'est le crâne. Et la deuxième vertèbre, vous avez C1, donc l'atlas, et la deuxième vertèbre, C2, qui est l'axis. Quand on fait des mouvements, là, juste avancer le menton, reculer le menton, ce mouvement-là de protraction et de rétraction cervicale, c'est finalement l'occiput qui va glisser soit par en avant ou soit vers l'arrière par rapport à la première vertèbre cervicale. Donc, si j'ai un port de tête par en avant, c'est mon occiput qui glisse par en avant par rapport à ma première vertèbre cervicale. Alors que si je fais l'inverse, que je rentre le menton, bien, c'est mon occiput qui glisse vers l'arrière par rapport à ma première vertèbre cervicale. Donc, par en avant, c'est un mouvement d'extension. Par en arrière, c'est un mouvement de flexion crânio-vertébrale, parce que c'est entre le crâne et la première vertèbre. Fait que sachant ça, les gens qui ont une protraction cervicale, donc sont en extension crânio-vertébrale, comme sur la deuxième image à droite, tranquillement pas vite, leur occiput est toujours glissé par en avant. Puis le corps est fait comme ça. Quand on arrête d'utiliser un mouvement, c'est comme s'il s'en débarrassait. Fait que les gens qui sont toujours dans cette position-là, le menton par en avant en extension crânio-vertébrale, tranquillement pas vite, hein, avec les semaines, les années, vont perdre le mouvement inverse qui est de flexion crânio-vertébrale. Fait qu'il va y avoir des raideurs articulaires qui vont se mettre là-dedans. Le cartilage est bien moins lubrifié, les ligaments sont moins étirés, les muscles ont moins tendance à garder leur souplesse. Fait que même si on leur demande d'aller chercher le mouvement inverse, ils ont de la misère à y aller, ça va tirer beaucoup en arrière et ça peut amener des maux de tête. Hein. Fait qu'il y a des gens qui ont mal à la tête parce qu'ils ont des conditions neurologiques, vasculaires, etc. Mais il y a des maux de tête qui sont directement reliés à la biomécanique des premières vertèbres cervicales, donc le crâne, première vertèbre, deuxième vertèbre. Ça va avoir beaucoup tendance à référer vers le front, derrière l'œil, la tempe, derrière, à la base de l'occiput aussi,
et souvent plus d'un côté que de l'autre. Puis nous, en physio, en chiro, là, quand on va évaluer les mouvements entre les vertèbres, souvent, par exemple, la personne a mal du côté droit de façon dominante, ben, il va y avoir beaucoup de tension et de raideur du côté de la douleur, finalement. Donc, pour faire un résumé, c'est un petit peu, je sais que c'est un peu complexe, là. C'est des mouvements au niveau de la biomécanique là, qui peuvent être un petit peu difficiles à comprendre, mais retenez que quand les gens sont pris dans une certaine direction, ils vont souvent avoir tendance à perdre la direction opposée. Puis quand on leur demande d'aller dans cette direction opposée-là, s'il y a trop de tension musculaire, trop de raideur articulaire, ça va créer des douleurs. Finalement, dans ce cas-ci, principalement des maux de tête, puis des douleurs, des tensions au niveau de la base du cou. Ensuite, si on passe à l'autre diapo, donc le fait, on prend encore pour exemple quelqu'un qui est toujours pris comme ça en extension crânio-vertébrale, ben les petits muscles, comme vous voyez sur l'image là en bas à gauche, en gras, là, un peu plus ressortis, vous voyez les muscles qu'on appelle les muscles sous-occipitaux, hein, qui sont juste sous l'occiput. Il y en a 4 de chaque côté. C'est des tout petits muscles à peu près larges comme un doigt environ. Mais si la personne arrête d'aller dans le fond, d'être droit, finalement, d'aller vers sa flexion crânio-vertébrale, puis qu'elle est toujours en extension crânio-vertébrale, bien, ces muscles-là, l'origine et l'insertion des muscles se rapprochent tranquillement pas vite. Puis qu'est-ce que ça fait si on n'étire plus l'élastique? Bien, il se raccourcit, devient plus tendu. Fait que ces gens-là, c'est pas rare, même vous, quand vous faites des techniques de massage, puis que vos doigts arrivent à ce niveau-là, juste à la base du crâne, vous allez souvent sentir des tensions, même des points gâchettes, là, un point qui va déclencher la douleur ou qui va finir par donner mal à la tête quand on travaille ce point-là. Donc, c'est comme une espèce de cascade, là. La posture amène des raideurs articulaires qui amènent des tensions musculaires aussi. Et si vous regardez maintenant du côté droit de la diapo, c'est comme un petit peu par la bande, là, si vous regardez la partie gauche de la diapo de l'image de droite, pardon. Donc, la femme là, qui est en protraction cervicale, si sa tête est portée par en avant, ça va entraîner toute sa colonne cervicale en flexion. Hein? Fait qu'on voit que la courbure là, penche vers l'avant. Le fait d'avoir des vertèbres comme ça en flexion prolongée, ça peut jouer sur le disque. Là, je fais une parenthèse, si vos cours d'anatomie sont un peu loin, hein, fait que on a nos vertèbres, que ce soit cervicales, dorsales ou lombaires. Entre les vertèbres, on va avoir un disque intervertébral qui est beaucoup fait de gélatine. On va simplifier ça comme ça. Donc, ça s'adapte au mouvement. Si je me penche par en avant, le disque va migrer un petit peu vers l'arrière, c'est tout à fait normal. Quand je reviens droit, tout le matériel revient à sa place. Je me penche vers l'arrière, le disque va migrer un petit peu vers l'avant. Si par contre, je reste en flexion avant prolongée, puis que je laisse jamais la chance à mon disque de reprendre sa place d'origine, finalement, en revenant droite, ben, tranquillement, pas vite, le disque est toujours poussé vers l'arrière. On sait qu'avec l'âge, c'est tout à fait normal. Le disque s'assèche un peu. Il y a des petites micro-fissures qui se font dans le disque. C'est un processus dégénératif tout à fait normal. Mais si on reste penché par en avant, il y a une petite fissure dans le disque. Je pousse le matériel gélatineux vers l'arrière. Ça peut créer une hernie cervicale. Donc, quelqu'un qui a déjà, par exemple, un diagnostic d'hernie cervicale, qui a eu un accident de vélo, un accident d'auto, peu importe, ben lui, il a beaucoup intérêt à avoir une posture bien droite parce que si, dans son quotidien, il y a toujours un port de tête comme ça vers l'avant, il n'aide pas son hernie à guérir, il est toujours en train de pousser le matériel gélatineux vers l'arrière. Donc, très important. Je dirais que, par opinion personnelle, l'image de droite, là, je ne suis pas sûre que quelqu'un est capable de maintenir cette posture-là pendant 8 heures de temps au travail. Là, c'est comme vraiment rigide là, comme posture, mais mettons un petit entre-deux, là, ça serait vraiment profitable pour que la colonne cervicale aille chercher son alignement le plus naturel possible.
La prochaine diapo, c'est une de mes diapos préférées que j'ai dans mes cours d'anatomie et de pathologie à Latitude parce que c'est vraiment d'actualité, là, le cellulaire. Hein, faut pas démoniser ça, mais dans le sens que tout le monde l'utilise dans les transports en commun, dans les salles d'attente, même pour le loisir, là, tout le monde utilise le cellulaire plusieurs heures par jour. Donc, il devrait avoir une façon aussi d'utiliser les cellulaires, les tablettes, pour éviter que ça nous crée des blessures au niveau du cou. Fait qu'une tête d'adulte, ça pèse entre 10 et 12 livres à peu près. Donc, comme sur le squelette que vous voyez à l'extrême gauche. Si on augmente l'angle, fait que plus on penche la tête vers l'avant, jusqu'à se rendre à quelque chose qui ressemble à l'image au squelette de droite. C'est pas mal comme ça hein, qu'on fait du Facebook puis du Instagram. C'est pas mal la tête penchée comme ça par en avant. Ben notre tête, là, elle pèse plus 10 à 12 livres. Elle pèse 60 livres à cause de l'effet de la gravité. Fait qu'imaginez-vous le pauvre petit trapèze supérieur, l'élévateur de la scapula, comment il doit travailler fort pour maintenir un 60 livres là, à bout de bras. Là, il maintient la tête, là, puis il force très, très fort. Encore une fois, là, vous avez la tête penchée comme ça pendant 5 minutes, faut pas capoter avec ça. Mais les gens qui font ça pendant des heures et des heures, pendant plusieurs jours par semaine, vont inévitablement avoir des tensions au niveau du trapèze supérieur, puis au niveau de l'élévateur de la scapula notamment. Et c'est quelque chose qui est facile à expliquer à nos clients de dire, écoutez, votre tête pèse beaucoup plus lourd quand vous avez la tête en flexion prolongée. Vous avez déjà beaucoup de tension au niveau de ces muscles-là, donc ce serait vraiment profitable d'essayer de rester droit le plus possible. Fait on peut faire du cellulaire comme ça, mais on peut faire du cellulaire comme ça, c'est juste de remonter un petit peu notre appareil, là, que ce soit le cellulaire ou la tablette, puis déjà la tête va être dans une position qui va demander moins d'effort musculaire au trapèze et à l'élévateur de la scapula. Fait qu'en résumé, pour notre région cervicale, c'est important, si on regarde la prochaine diapo, ouais. Fait que c'est important de favoriser une extension axiale qu'on appelle. Fait que comme vous voyez sur le dessin là, en bas à droite, moi je le dis souvent à mes clients là, de s'imaginer qu'on a un fil qui nous prend par les cheveux comme ça puis qui nous tire vers le haut. Fait que de ne pas avoir une position là, toute écrasée vers la flexion, mais de plutôt être dégagé un peu, même on peut venir engager un Imaginez qu'on a un crayon là, entre nos deux omoplates, puis essayer de venir le maintenir. Là, ça vient engager nos muscles stabilisateurs. C'est plus facile de garder notre tête bien alignée quand on a toute notre ceinture scapulaire qui est bien engagée. Puis ça, c'est un exercice qui est facile à pratiquer dos à un mur. Hein. Je sais que vous n'avez pas le droit de faire de la prescription d'exercice, mais un exercice postural comme ça, juste pour faire comprendre à la personne c'est quoi une extension axiale. On s'adosse à un mur. On dit à la personne, viens vraiment coller tes omoplates en arrière, rentre un petit peu le menton, puis imagine-toi qu'il y a une corde qui te tire comme ça vers le haut. Déjà, la personne, elle va développer sa proprioception hein, de comment son corps est dans l'espace. C'est plus facile ensuite d'aller le reproduire quand on n'a pas le mur, donc quand on est assis au bureau, finalement. Fait que ça résume un peu les principales pathologies, dans le fond, au niveau cervical. Donc, les maux de tête, à cause de notre posture en protraction cervicale, et les tensions au niveau du trapèze supérieur et élévateur de la scapula, encore une fois, à cause de notre port de tête antérieure, mais aussi à cause d'une flexion cervicale prolongée. Alors, si on poursuit avec la région dorsale ou thoracique, c'est la même chose, des synonymes. Fait qu'on retrouve encore notre posture en syphose, mais cette fois-ci, c'est-à-dire notre posture en protraction cervicale, le port de tête en avant, mais qui, par la bande, entraîne le reste de la colonne dorsale en syphose, qu'on appelle. Hein? Fait qu'on n'est pas supposé d'avoir cette bosse-là en C, là, comme ça. Là. C'est supposé être beaucoup plus droit, avec une petite lordose cervicale, donc un creux dans l'autre sens. Mais c'est sûr que si les gens, toute leur vie, ont un port de tête par en avant, ben, à un moment donné, la colonne dorsale va s'arrondir dans ce sens-là, inévitablement. Donc, cette posture-là de syphose amène la colonne
en flexion. Puis, qu'est-ce qui se passe lors de la flexion des vertèbres, finalement? Fait qu'encore une fois, je vous ramène dans vos cours d'anatomie. Les vertèbres, dans le fond, elles s'articulent entre elles par des facettes. C'est des petites zones au niveau des vertèbres qui sont recouvertes de cartilage. Puis, c'est ces facettes-là qui vont glisser une par rapport à l'autre pour créer du mouvement. Fait que si on prend la paire de facettes à gauche de l'image de droite, fait que vous voyez là, les flèches qui pointent vers le bas. Fait que ça, c'est une mécanique d'extension. Okay? Fait que si j'ai mes deux vertèbres une par-dessus l'autre, je vais le mettre dans l'écran avec les facettes comme ça. Si je m'en vais vers l'extension, donc vers l'arrière, ma facette du haut va glisser vers l'arrière par rapport à ma facette du bas. Si je m'en vais en flexion, c'est l'inverse, c'est ma facette du haut qui va glisser vers le haut et l'avant par rapport à ma vertèbre d'en bas. Fait que quand ce mouvement-là se répète sur chacune des vertèbres, mais ça finit par faire un mouvement global de flexion ou un mouvement global d'extension. Quand les gens sont pris en flexion prolongée, dans ce cas-ci de la région dorsale, ben les facettes sont toutes glissées par en avant, une par rapport à l'autre. Et comme je vous expliquais tantôt, le corps se débarrasse des mouvements dans lesquels il ne va pas. Donc, s'il est toujours pris en flexion, tranquillement pas vite, il va y avoir tellement de raideur qui va se créer au niveau articulaire, au niveau des muscles, au niveau des ligaments, que les vertèbres vont avoir beaucoup de difficultés à aller dans le sens opposé. Donc, ces gens-là, quand vous leur demandez de se mettre droit, vont avoir beaucoup de misère à le faire parce qu'ils ont plus cette liberté de mouvement-là qui les force à revenir en extension axiale finalement. Fait que ces gens-là, ils vont faire des activités, par exemple, peinturer un plafond, être couchés sur le ventre longtemps, je sais pas, ils jouent avec leurs petits-enfants, puis ils veulent être couchés sur le ventre, mais la tête relevée. C'est pas rare, là, ils vont faire ça quelques minutes, une demi-heure, une heure, puis après ça, ils vont avoir des grosses douleurs entre les omoplates, des gros points là, de tension au niveau des vertèbres, parce qu'ils ont demandé à leur corps d'aller dans une position, dans une direction, ça faisait tellement longtemps qu'ils n'étaient pas allés, les vertèbres vont se frotter ensemble, va créer un petit peu d'inflammation, puis ça va finir par créer de la douleur. Alors, si on passe à la prochaine diapo, j'ai comme un peu expliqué ce que je viens d'expliquer finalement, ça allait avec plutôt cette image-là, donc les rétractions musculaires et tout ça, qui font en sorte que la mécanique d'extension devient difficile. Donc, les gens ont de la misère à revenir droit. Fait qu'au fil du temps, qu'est-ce qui arrive? C'est que, bon, ben, comme sur l'image de droite, au début, la personne est droite quand elle est adolescente, début de l'âge adulte. Tranquillement, pas vite, commence à aller en syphose dorsale et finalement, à l'âge adulte un peu plus avancé, il y a une rigidité au niveau de la colonne qui s'installe, au niveau des muscles, des ligaments et tout ça. Donc, très difficile de faire marche arrière. Là, un coup que c'est figé comme ça, c'est malheureux, là, mais c'est difficile de ramener les gens droits. Là, fait qu'il faut faire beaucoup de prévention là-dessus. Là. Fait que moi, à la clinique, là, quand j'attrape des adolescents là, très, très grands là, qui se tiennent beaucoup comme ça, là, je leur explique que, tu sais, là, ils sont pas encore malléables. C'est là qu'il faut leur expliquer que c'est important d'avoir une posture droite pour pas créer des problèmes plus tard à l'âge adulte. Fait que c'était mon point principal pour la région dorsale. Donc, de toujours penser à notre extension axiale. Au niveau de l'épaule, ça aussi, c'est une région que vous rencontrez souvent dans vos bureaux là, en massothérapie. Beaucoup, nous aussi, pareil en physio, c'est des grosses plaintes, ça, et le bas du dos, c'est les principales régions qu'on a à traiter. Donc, si on regarde là, comment la posture peut influencer notre douleur à l'épaule. Fait que je reviens encore avec ma posture là, de protraction. C'est vraiment là, le classique. Là. Donc, quand les gens ont une posture en protraction cervicale, souvent, ça va avec une protraction de la ceinture scapulaire qu'on appelle. Fait que les épaules enroulées vers l'avant, plutôt que d'avoir, comme je vous parlais tantôt, les omoplates engagées en arrière là, avec mon petit crayon là, qui est serré entre mes omoplates. Fait que les gens qui travaillent en bureau sont souvent comme ça. Fait que
cette posture-là, on appelle ça une protraction aussi de la ceinture scapulaire. Qu'est-ce que ça fait au niveau de la biomécanique? Fait quand vous regardez mon squelette là, sur l'image de gauche, excusez-moi, qui est en protraction cervicale, ma scapula, donc mon omoplate, au lieu d'être droite, hein, si je la regardais de profil, admettons que mes yeux sont ici, puis que mon derrière de tête est de ce côté-là, donc je regarde vers votre gauche. Si je suis en protraction cervicale, mon omoplate, elle va avoir tendance à être basculée dans ce sens-là. On appelle ça une bascule antérieure. Ça, c'est important que vous le compreniez parce que le reste de mon explication va être en lien avec ça. Okay? Avec une protraction de la ceinture scapulaire amène une bascule antérieure de la scapula. Au niveau de l'épaule, encore une fois, je vous ramène dans les petits cours d'anatomie. Si vous regardez sur l'image de droite, la radio, fait que la boule, c'est la boule de l'humérus, donc l'os qui constitue le bras. Puis, ce qu'on appelle l'entité de l'épaule, c'est cette boule-là qui vient s'articuler avec l'omoplate, finalement, hein, la cavité glénoïde, c'est là que la boule de l'épaule bouge dans cette cavité-là. C'est ça qu'on appelle l'épaule. Et on a l'espèce de petites branches là, que vous voyez à l'horizontale. Ça, c'est une partie de notre acromion, de la clavicule et de certains ligaments. Fait en gros, dans l'épaule, fait que j'ai ma boule avec ma cavité glénoïde et par-dessus, j'ai cette petite branche-là là, qui est formée de différentes structures. Ça fait comme une arche. Hein? J'ai comme un espace là, entre ma boule puis les os en haut. Cet espace-là, qui est créé par cette arche-là, on appelle ça l'espace sous-acromial, parce qu'en haut, principalement, c'est l'acromion. Dans cet espace-là, on va retrouver une bourse principale, qui est notre bourse sous-acromiale. On a des tendons de la coiffe des rotateurs, notamment le supraépineux, la longue portion du biceps. Et vous comprendrez que si on n'a pas une bonne posture, ces structures-là vont avoir une tendance à être facilement pincées, comprimées, puis créer des douleurs. Et si on regarde à la prochaine diapo, fait que, comme vous voyez là, sur l'image, là, le bras est en mouvement. Hein? Là, on fait un mouvement d'abduction, donc de décoller le bras du corps. Fait que c'est bien documenté au niveau de la biomécanique que les gens qui ont une posture en protraction, l'espace que je vous montrais tantôt sur l'image précédente est diminué par rapport à quelqu'un qui a une posture droite. Donc, si cet espace-là est diminué, quand la personne va lever son bras, que ce soit sur le côté en abduction ou par en avant en flexion, cet espace-là sous-acromial est diminué. Donc, les structures qui passent dans cet espace-là ont moins de place pour glisser, pour bouger, donc vont être plus facilement comprimées. Fait que les trois éléments que je vous parlais tantôt, donc ma bourse sous-acromiale, les tendons de la coiffe des rotateurs et la longue portion du biceps, LPB, c'est l'abréviation pour ça, vont être souvent comprimés. Puis ça, c'est facile à faire. Là, vous pourriez même faire l'exercice tout de suite là, en direct. Là, si vous vous tenez bien droit, c'est facile de lever notre bras le plus haut possible. Forcez-vous à vous mettre en protraction, puis essayez de lever votre bras, ça va bloquer à un moment donné. Okay? C'est de la biomécanique, c'est ça que ça fait. Fait que moi, c'est un exercice que je fais souvent faire à mes clients juste pour qu'ils comprennent. Regardez, tenez-vous comme ça, regardez comme votre bras, il ne lève pas haut. Puis si vous vous mettez droit, là, le bras, les os ont de l'espace pour bouger. Fait qu'en leur expliquant comme ça, c'est facile de comprendre plutôt que juste leur dire tenez-vous droit pour votre épaule. Là, ils ne comprennent pas trop la pertinence, l'importance de ça, puis ils vont vite l'oublier. Donc voilà, fait que je répète, posture en protraction amène notre omoplate en bascule vers l'avant. Cette bascule-là diminue notre espace sous-acromial et vient pincer les principales structures. À force d'être pincé, fait qu'encore une fois, quelqu'un qui le fait une fois, elle a oublié de se mettre droit, elle lève son bras, ça accroche un petit peu, c'est pas la fin du monde. Mais quelqu'un, je prends l'exemple, par exemple, d'une réceptionniste qui se tient comme ça, puis 200 fois par jour, elle doit faire payer les clients qui est en avant, par exemple en avant, puis elle lève son bras toujours comme ça, mais en étant dans une mauvaise posture.
à faire ce mouvement-là de façon répétitive dans une mauvaise posture, ça peut venir toujours gratter un petit peu sur la bourse, gratter un petit peu le tendon. Et ça peut finir par faire de l'inflammation. Donc, de là, le hit de bursite, donc une inflammation de la bourse ou une inflammation du tendon. Fait que ça peut, créer la blessure et ça peut l'entretenir. Donc, que la personne se fasse traiter en physio, en chiro, en ostéo, qu'elle aille voir un masso pour compléter les traitements, elle va sortir de là, je suis bien, ça m'a fait du bien, elle retourne 40 heures semaine à refaire le même mouvement. C'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert absolument à rien. Il faut absolument traiter, c'est-à-dire adresser, le problème de ergonomie avant de surtraiter, de faire des dizaines et des dizaines de traitements sur le tendon et sur la bourse si, après ça, dans le quotidien, la bourse puis le tendon se font toujours écraser par une mauvaise posture. Au niveau de l'épaule aussi, il y a une autre blessure que je voulais vous parler, qu'on voit souvent. Donc, si on regarde sur la prochaine image, là, je m'excuse pour les photos qui datent d'à peu près 1992. Là, j'avais pas trouvé d'autres images. Les ordis ressemblent plus à ça. Mais ce que je veux que vous reteniez, là, c'est le bras des deux dames là, qui sont très, très loin. Hein? Tantôt, les premières diapos que je vous ai parlé, que je vous disais d'avoir le bras le plus près possible du corps pour pas l'avoir en abduction prolongée, ben ici, c'est carrément pas ça. Hein? Avec la souris très, très loin, soit par en avant sur l'image de gauche ou très décollée du corps sur l'image de droite. Fait que ça amène un mouvement d'abduction prolongée et aussi un mouvement d'élévation. Hein? Si vous regardez l'épaule, là, tendance à aller vers l'oreille plutôt que d'avoir l'épaule bien relâchée, comme je vous ai dit en début de formation. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est toujours le même principe. Si on maintient une position très longtemps, ça veut dire qu'on a des muscles qui travaillent sans relâche pendant tout le temps qu'on maintient cette position-là. Dans le cas présent, bien, sur l'image, dans la partie droite de la diapo, sur l'image de gauche, je vous ai mis en évidence le muscle supra-épineux hein, qui fait partie de notre coiffe des rotateurs. Fait que c'est un muscle qui vient se coucher sur le dessus de l'omoplate, sur la fosse supra-épineuse, puis qui vient s'attacher sur le tubercule majeur de notre humérus. Fait qu'à peu près, le tendon il est à peu près à la moitié, de la tête humérale, là, grosso modo, pour vous donner une idée. Fait que les gens qui ont le bras justement comme ça en abduction prolongée, le muscle supraépineux est toujours en demande, finalement, en train de travailler. Puis ça peut être aussi bête que ça, les gens peuvent se faire une tendinite à l'épaule simplement parce que leur souris n'est pas assez proche d'eux. Sur l'image à l'extrême droite, je vous ai mis en évidence le muscle trapèze, surtout la partie en jaune là, qui est le trapèze supérieur. Donc, lui va être en demande accrue si on a notre élévation de l'épaule. Fait que, élévation de l'épaule, le trapèze supérieur, il travaille fort, fort, fort avec l'élévateur de la scapula. Va créer, beaucoup de tension musculaire. Et c'est la même chose. La personne vient vous voir, vous êtes capable de défaire toutes les tensions musculaires, les points gâchettes, elle ressort de là, oh, wow, je suis vraiment détendue, mon bras est plus léger et tout. Mais si elle retourne au travail puis qu'elle retourne dans la même position, malheureusement, votre massage n'aura pas servi à grand-chose. Ça va avoir eu un effet à très, très court terme. Et c'est la même chose pour nous en physio. On fait des techniques de relâchement musculaire, de relâchement des fascias. Si elle retourne au travail après puis qu'elle est mal installée, ça va être toujours un problème récurrent. Alors, encore une fois, j'ai parlé plus que je devais. J'aurais dû faire changer la diapo, mais je vais refaire un petit résumé. Là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire un peu. Là. Donc, surutilisation de notre supra-épineux à cause de notre adduction prolongée peut nous faire une tendinite du supraépineux et la surutilisation du trapèze supérieur à cause de cette position-là d'élévation de la ceinture scapulaire peut amener des tensions et des tensions, comme vous savez, peuvent au fil du temps engendrer des douleurs, même quand on n'appuie pas sur le point gâchette. Alors, en résumé, pour notre région de l'épaule,
sur la prochaine diapo. Fait que c'est important d'observer la posture du client avant de se retraiter, comme je vous disais. Fait qu'au niveau de l'épaule, c'est assez frappant. On voit tout de suite quand les épaules sont enroulées. Quand vous regardez la personne de dos, prenez le temps de regarder un petit 30 secondes, la personne assise. Des fois, on voit, même au repos, une omoplate qui est plus haute que l'autre, une omoplate qui est plus décollée de la colonne par rapport à l'autre. Fait imaginez-vous des petites cornes qui tirent. Donc, si j'ai une omoplate qui est plus haute par rapport à l'autre, ça veut dire que ma corde ici est plus tendue. Cette corde-là, c'est qui? C'est mon trapèze supérieur, c'est mon élévateur de la scapula. Donc, essayez de faire un petit travail de raisonnement, puis vous allez pouvoir le transposer tout de suite quand vous allez faire votre massage. Là, vous allez regarder votre trapèze supérieur, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, il est tendu, je l'avais vu tantôt par rapport à la posture. Donc, regardez beaucoup. Et ça nous évite aussi de surtraiter. Je l'ai abordé un peu tantôt. Donc, si on traite seulement la tendinite, par exemple, du supraépineux, et qu'on oublie que ce tendon-là est dans une épaule, cette épaule-là est dans une ceinture scapulaire et dans un squelette humain, finalement. Donc, d'essayer d'élargir un petit peu notre vision et de traiter, dans ce cas-ci, d'adresser, c'est-à-dire la posture, bien, on va surtraiter et on n'aura pas de résultat finalement. Et moi, j'aime bien utiliser l'analogie un peu de la criminelle et du victime. Donc, je reprends mon exemple d'épaule. Dans ce cas-ci, la victime, c'est le tendon, c'est la tendinite à l'épaule, mais le criminel, c'est qui? C'est la posture au bureau. Fait que si je fais juste traiter la victime, la chouchouter, la dorloter, mais que j'arrête pas mon criminel, ben malheureusement, j'aurai pas de résultat. Fait que des fois, il faut comme aller à rebours un peu, là, puis aller réfléchir un peu sur l'effet domino pour être capable d'aller traiter le criminel. Et là, après ça, la victime va se porter beaucoup mieux. Donc, si on enchaîne avec le poignet main, je l'ai comme mis ensemble parce que le syndrome du tunnel carpien affecte à la fois la main et le poignet. Alors, si on regarde la posture qu'on devrait adopter au niveau des poignets, hein, fait que ça, c'est la posture à ne pas adopter. Justement, en entrée de formation, quand je vous ai dit les petites pattes en arrière du clavier, quand on les ouvre, hein, ça amène le clavier avec un angle comme ça. Puis si on dépose nos poignets dessus, on va avoir les poignets en extension prolongée, ce qui n'est pas souhaitable. Qu'est-ce qui arrive quand on a une extension prolongée? C'est que je vous amène sur l'image de droite. Donc, vous avez là, dans le bas de l'image, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 formes ovales, là, comme en beige, ça, c'est les os du carpe. Fait que les os du carpe vont venir faire le bas de mon tunnel. Et le toit de mon tunnel, c'est les ligaments de la main. Fait que ça fait vraiment un vrai tunnel qu'on appelle le tunnel carpien. Dans le tunnel carpien, il va y avoir différentes choses qui vont passer. Il y a des tendons, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voyez en jaune au centre du poignet, qui est notre nerf médian. Fait que le nerf médian passe dans ce tunnel-là, formé des os du carpe en bas et des ligaments dans le haut. Si en position neutre, donc ni en extension ni en flexion, mon tunnel carpien est le plus grand possible, on va dire. Hein? Il y a de la place, toutes les structures glissent bien une par rapport à l'autre, il n'y a pas de problème. Si je suis en extension prolongée, ben, je viens tout comprimer les structures qui sont dans mon tunnel carpien. Donc, mon nerf médian va être comprimé entre mes os du carpe et mes ligaments qui font le toit de mon tunnel carpien. Encore une fois, je reste comme ça quelques minutes parce que je suis en train de faire des push-ups ou peu importe, c'est pas super grave. Je vous ramène toujours au fait que c'est des postures qui sont prolongées, donc au travail à la maison ou au bureau. Donc, réduction de ce tunnel carpien-là qui vient affecter notre nerf médian. Donc, c'est vraiment le nerf médian qui est responsable des symptômes du tunnel carpien. Fait que le nerf médian, donc comme sur la prochaine diapo, tout nerf confondu, que ce soit le nerf médian, d'autres nerfs au niveau du bras, dès qu'ils sont comprimés,
au bout du nerf, il va y avoir moins de conductivité nerveuse. Moi, je donne souvent l'image à mes clients comme un boyau d'arrosage. Si il y a de l'eau qui sort du tuyau de la maison, mais si quelqu'un met le pied sur le boyau d'arrosage, au bout du boyau, il va y avoir moins d'eau qui va sortir, la pression va être moins forte. Donc, c'est la même chose au niveau des nerfs. Si le nerf n'est pas comprimé, il sort au niveau de la moelle épinière, il traverse les vertèbres, il traverse l'épaule, tout est beau, il n'y a rien qui comprime, mais on arrive au poignet, puis là, il y a une compression, c'est mon pied sur mon boyau d'arrosage. Qu'est-ce qui arrive? Ben, les derniers centimètres que le nerf doit couvrir, il va avoir moins d'électricité finalement. Donc, ça va être affecté. Les nerfs, eux, ils sont responsables de notre motricité. Donc, le fait que je suis capable de bouger mes muscles, de un, mais que j'ai une bonne force aussi. Fait que des fois, je suis capable de bouger, mais je vais venir pour serrer une guenille, tourner une poignée de porte, prendre une tasse. Je n'aurai pas la force pour maintenir ce poids-là. Ça va donner aussi la sensibilité à la peau. Donc, chaque nerf est responsable d'une région. On appelle ça des territoires. Fait que pensez un petit peu, par exemple, juste pour faire une image claire, les gens qui ont des grands accidents puis qui ont des blessures au niveau de la moelle épinière. Hein, dépendamment de quel niveau que la colonne vertébrale a fracturé finalement, ben ils n'auront pas tous les mêmes limitations. Certains, ça va être la jambe au complet, d'autres, ça va être juste le bas de la jambe, d'autres, si c'est très haut, ça va être les bras et les jambes. Fait que ça dépend, le nerf, quel nerf qui a été affecté n'aura pas les mêmes muscles puis n'aura pas les mêmes territoires. Donc, dans ce cas-ci, le nerf médian, lui, s'occupe, comme vous voyez sur l'image de la main en haut à droite, il s'occupe de la partie qui est en bleu. Okay? Fait que le nerf médian, lui, va donner la sensibilité au pouce, à l'index, au majeur, puis à la moitié du 4e doigt. Fait que les gens qui ont un syndrome du tunnel carpien, donc que leur nerf médian est vraiment comprimé, ils vont avoir une diminution de sensibilité dans ces doigts-là, puis vont même avoir des engourdissements. C'est souvent le premier symptôme qui est rapporté. Les gens se réveillent la nuit parce qu'ils ont des engourdissements dans les mains, puis ils ont beau faire ça, ils ont beau bouger n'importe comment, ça part pas. Pourquoi? Parce que la nuit, qu'est-ce qu'on fait avec nos draps? Hein? On a souvent tendance à dormir tout recroquevillé comme ça, donc d'avoir les poignets en flexion prolongée. Même chose, ça vient réduire l'espace dans mon tunnel carpien, puis ça vient écraser mon nerf médian. Donc, c'est pour ça qu'un des traitements principaux des tunnels carpiens, c'est de venir se mettre les mains en attelle. Ça ressemble à des attelles comme pour faire du roller, là, finalement, parce que ça nous oblige à garder nos poignets en neutre. Fait que comme ça, la nuit, même si on veut les plier, ça pliera pas. Alors, grosse parenthèse, mais donc, ça s'occupe du pouce, index, majeur et la moitié du 4e doigt pour ce qui est de la sensibilité de la peau, finalement. Et le nerf médian, il s'occupe de plusieurs, je ne vous ai pas détaillé là, parce qu'il fait plusieurs muscles au niveau de la main. Fait que les gens qui ont des tunnels carpiens, ils ont une grosse diminution au niveau de la force de préhension qu'on appelle. Fait que tout ce qui est prendre une tasse, serrer la main de quelqu'un, prendre des sacs, des choses comme ça. Ils vont venir pour serrer, puis premièrement, ils manquent de force, mais des fois, la douleur est tellement grande là, qu'ils vont lâcher, ils ne feront pas exprès, là, mais ils ne sont pas capables de se contrôler. Fait que c'est les deux principaux mouvements et la douleur, évidemment, là, au niveau du poignet puis au niveau de la main. Donc, quelqu'un qui travaille en bureau, qui va avoir une tendance à garder son clavier trop surélevé avec une extension prolongée des poignets, soit qu'il y a déjà une problématique de tunnel carpien, c'est vraiment pas bon, ou ça peut peut-être entraîner cette problématique-là de tunnel carpien. Fait que c'est vraiment une position là, à corriger très rapidement. Fait qu'en résumé, sur la prochaine diapo, que ce soit la flexion prolongée ou l'extension prolongée, c'est à proscrire finalement dans la vie quotidienne puis dans l'ergonomie au bureau pour préserver là, un tunnel carpien qui a la bonne grosseur, comme ça les structures à l'intérieur ne sont pas comprimées. Fait
il faut toujours garder en tête, comme sur l'image en bas, d'essayer de garder l'alignement le plus parfait possible entre l'avant-bras, poignet-main et le clavier de l'ordinateur. On change de région du corps. Fait que là, on a fait beaucoup de haut du corps. Je vous ai mis une pathologie du bas du corps, donc la hanche. Fait que la hanche, je trouve ça pertinent parce que il y a beaucoup de gens quand même au bureau qui travaillent les jambes croisées. Fait qu'encore une fois, croiser les jambes quelques minutes là, par jour, il n'y a pas de problème. Mais même si vous avez, j'oserais même dire que si vous n'avez pas de problème au niveau des hanches, il n'y a pas vraiment de problématique à se croiser les jambes. Mais des gens qui ont déjà eu dans le passé, par exemple, une blessure au niveau des fessiers, au niveau de la bandelette iliotibiale, de la bourse, ça serait pertinent pour eux de faire attention à la posture prolongée des jambes croisées. Parce que qu'est-ce que ça amène aux jambes croisées, outre le fait que tout le reste de la posture de la personne sur l'image de gauche est pas bonne, mais si on se concentre juste sur les hanches, le fait d'avoir les jambes croisées amène nos jambes en adduction, donc ADD, donc le fait de rapprocher les segments par rapport à notre ligne médiane. Et au niveau de l'anatomie, fait que si je vous amène sur l'image de droite, fait que si on regarde là, au niveau de la hanche, qu'est-ce qui se trouve? Bon, on a le fémur. Le fémur, si on se rapproche un petit peu plus là, du bassin, mais vous avez une grosse excroissance osseuse là, au niveau du fémur qu'on appelle le grand trochanter. C'est ça qui fait mal quand on tombe directement sur la hanche ou qu'on se cogne là, sur un coin de table. Souvent, c'est parce qu'on arrive directement sur le grand trochanter. C'est une protubérance osseuse qui est quand même assez grosse, mais normalement, elle est bien protégée. Il y a une bourse, un petit sac de gel qui va par-dessus le grand trochanter pour justement protéger les impacts là, directement sur l'os. Malheureusement, justement, quand on tombe sur le côté, quand on se cogne cet os-là de la hanche, c'est la bourse souvent qui va absorber le choc. Donc, on a la bourse, on a nos fessiers aussi, là, les muscles des fessiers, que ce soit grand fessier, moyen, petit fessier, piriforme, qui vont venir, là, ils vont partir d'en arrière, puis ils vont venir contourner là, la tête fémorale pour venir s'attacher là, sur le grand trochanter. Fait qu'on a beaucoup de structures qui passent près du grand trochanter avec la bandelette iliotibiale qui n'est pas identifiée là, ici sur... Ah ben oui, c'est... j'aurais tendance, je pense, c'est plus la peau qu'ils ont voulu mettre, mais on pourrait presque dire que c'est la petite bande là, jaune là, que vous voyez. Là, ça pourrait ressembler à la bandelette. Là, fait que cette espèce de grand tissu conjonctif là, de fascia qui passe par-dessus les muscles une partie des muscles fessiers là, puis du vaste latéral du quadriceps. Fait que toutes ces structures-là, la bandelette et les muscles fessiers, quand on est en ADD, donc les jambes croisées, vont toujours être mis sous tension parce qu'on éloigne notre origine et notre insertion. Fait que de le faire de façon prolongée, vous demandez à ces muscles-là, contrairement à tout ce qu'on a vu depuis le début, tantôt c'était d'être en contraction prolongée, mais là, ça va être d'être en étirement prolongé. Puis si j'ai une tension qui est mise sur ma bandelette et sur mes muscles fessiers, ça va venir écraser ma bourse trochantérienne. Donc, si j'ai déjà une petite problématique, une vieille bursite ou une bursite qui traîne, que ça fait longtemps, plusieurs mois que la personne a des symptômes, bien, le fait de maintenir une position en adduction va faire en sorte que cette blessure-là n'aura pas de chance de guérir. C'est comme si, moi, je fais toujours souvent le parallèle avec une plaie sur la peau. T'sais, si vous laissez la gale guérir, ça va prendre quelques jours, mais si à chaque jour, là, vous venez gratter, vous enlevez la gale, ça ressaigne. Là, ça refait une gale. Là, vous enlevez la gale encore la journée d'après, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. La cicatrice ne sera pas très belle. Ça va faire une blessure qui va être toute rabouteuse. Puis, ça va être super long à guérir. Donc, il faut laisser ça tranquille le plus possible. Fait que c'est la même chose pour les blessures musculo-squelettiques, d'essayer le moins possible d'aller gratter dans le bobo, sinon ça compromet la guérison finalement. Fait que, en résumé, pour cette blessure-là au niveau de la hanche, je pense que ce serait peut-être un petit peu exagéré de dire que
la position des jambes croisées amène une bursite. Je ne suis pas prête à dire ça, mais quelqu'un, comme je vous disais tantôt, qui a déjà cette problématique-là et qui garde les jambes croisées pourrait faire en sorte que sa blessure va prendre plus de temps à guérir ou va devenir chronique, là, finalement. Donc, ce serait important d'expliquer à votre client le pourquoi du comment et surtout d'arrêter de le faire de façon prolongée. Alors, si je passe à la dernière partie de ma présentation, celle qui vous intéresse pour le moment le plus. Donc, c'est quoi votre rôle à vous comme massothérapeute en première ligne? Étant donné que les gens peuvent avoir accès à vous sans passer par le médecin, tout comme nous, les physios, on a maintenant le droit depuis quand même déjà quelques années là, d'agir de traiter des clients sans avoir eu une référence médicale. Donc, c'est ce qu'on appelle la première ligne. Vous n'aurez pas nécessairement de diagnostic médical ou émis par un physiothérapeute. Fait que, comme on voit sur la prochaine diapo, je vous l'ai détaillé. Donc, ça se peut là, que vous soyez la première personne que quelqu'un consulte parce qu'elle s'est blessée il y a 2-3 semaines en faisant des travaux sur son terrain ou peu importe. Fait qu'il ne faut pas nécessairement attendre un diagnostic, c'est là que je voulais en venir, attendre un diagnostic avant d'avoir des fois des petites hypothèses là, sans tomber dans l'émission de diagnostic parce que je sais que vous n'avez pas le droit, puis je sais que vous respectez très bien ces actes réservés-là. Mais par contre, avec vos yeux, sans même mettre vos mains sur le client à des fins de tests médicaux, des tests que nous, on fait plus en physiothérapie, juste avec vos yeux, vous pouvez voir beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est sûr qu'au niveau de la posture, hein, c'est comme quand on va chez le dentiste, là, on se brosse tous les dents, puis on se passe toute la soin dentaire avant d'aller chez le dentiste. Fait que quand vous arrivez en physio ou en masso, la personne, elle va probablement se tenir vraiment droit quand elle va vous parler, tu sais, parce que, bon, elle se sent observée. Mais demandez-lui vraiment d'essayer de se mettre dans une posture qu'elle adopte au bureau ou encore, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vais chercher la personne dans la salle d'attente. Là, elle est comme pris un peu par surprise. Fait que des fois, tu sais, avec des clients que je suis plus à l'aise, quand je les traite pour le coup, puis je m'en vais dans la salle d'attente, qui sont même sur leur téléphone ou qui sont toutes avachis, bien là, je leur dis, ouais, belle posture, tu sais. Fait que là, on les prend sur le fait, on sait que peut-être qu'ils respectent pas nécessairement les conseils dans la vie, mais c'est ça, en regardant avec vos yeux, déjà, vous allez avoir une bonne idée de quel muscle qui est potentiellement raccourci, qui mérite d'avoir une attention un petit peu plus particulière au niveau des tensions musculaires et aussi d'expliquer maintenant avec tout ce que je vous ai expliqué pendant la présentation de comment cette posture-là peut engendrer une mauvaise biomécanique et affecter notre anatomie. Fait que vous avez un rôle d'enseignant finalement là, à ce niveau-là. Fait que par ces observations, comme on voit sur la prochaine diapo, vous pouvez faire beaucoup de choses. Fait que vous pouvez donner des conseils de correction posturale. Fait qu'en sachant c'est quoi une posture optimale, ben vous pouvez corriger, dire à la personne, tu tiens beaucoup le menton par en avant, essaye de le rentrer un petit peu plus. Ça, vous avez pas touché au patient, au client, pardon, vous n'avez pas émis de diagnostic. C'est des conseils posturaux qui ne peuvent pas blesser la personne plus que ça. Vous pouvez donner des conseils sur la correction du poste de travail. Fait qu'avec le document que je vous ai présenté plus tôt sur le site de la CNESST, vous pouvez très bien remettre ça au client, de dire, essaie de corriger le plus d'éléments possible dans ton environnement de travail, puis on va voir comment ça influence ta blessure. Vous pouvez maintenant expliquer comment la posture engendre la pathologie ou peut l'entretenir. Ça, c'est l'élément le plus important. Moi, je passe beaucoup de temps avec mes clients sur l'enseignement. Parce que s'ils comprennent, c'est comme quand on éduque des enfants, tu sais, si on lui dit juste « touche pas à ça », ben des fois, il va avoir tendance à le faire. Mais si on lui explique « touche pas à ça parce que c'est chaud, tu risques de te brûler », ah ben là, il comprend, il risque de retenir la consigne plus longtemps. Fait que si on explique à notre client, écoutez, si vous avez les épaules enroulées par en avant, vous avez un espace dans votre épaule qui va être réduit, fait que tout le tendon, là, qui dans votre cas est blessé, il y a moins de place pour
pour bouger, il y a moins de place pour être aéré, avoir du sang, vous allez entretenir votre blessure. La personne, c'est sûr, qu'en comprenant bien sa pathologie, elle va avoir plus d'ouverture à suivre les conseils et même à modifier certains aspects là, au niveau de son ergonomie au travail. Puis pour ceux qui sont un peu plus à l'aise ou qui ont un intérêt envers l'anatomie, ben justement, en voyant la posture, ben déjà, sans même toucher au client, vous pouvez vous dire « Ah, hey, il me semble que son épaule droite est vraiment plus haute. D'après moi, son trapèze supérieur, son élévateur de la scapula, ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de tension. » Puis d'aller valider après ça avec vos mains, voir si vos yeux et vos mains disent la même chose finalement. Donc, en conclusion, la posture, quant à moi, doit être adressée au même titre que les tensions musculaires et les raideurs articulaires. Okay? C'est pas des tests là, super poussés qu'on fait comme quand on veut voir s'il y a des muscles qui sont tendus ou s'il y a des vertèbres qui bougent moins bien, mais c'est super important parce que si on n'adresse pas ça, mais des fois, on passe à côté de beaucoup de choses. Gênez-vous pas d'expliquer par des schémas, hein, comme Raphaël l'a dit plus tôt, moi j'ai rendu disponible mon PowerPoint, mais si vous allez sur Google, vous allez retrouver des images explicatives. On a souvent les mêmes pathologies, les mêmes bobos qui reviennent. Vous pouvez vous faire un petit cartable avec les principales images ou avec un atlas d'anatomie là, pour vraiment expliquer à la personne, regardez, votre structure, elle passe là, si vous vous tenez comme ça affecte telle partie de la biomécanique. Évidemment, de ne pas hésiter de référer aux besoins si la posture, elle ne s'améliore pas par des conseils, parce que des fois, même si la personne veut aller dans une meilleure posture, des fois, il y a des raideurs articulaires quand même qui sont limitantes puis qui empêchent la personne d'avoir une posture optimale finalement. Fait qu'à ce moment-là, ben, n'hésitez pas à référer à des professionnels qui peuvent travailler ces aspects-là, dont les physios, les chiro et les ostéos. Et finalement, ben, observer. Des fois, on le fait pas assez. On veut vite tomber dans le vif du sujet, donc de mettre les mains sur notre client, mais c'est vraiment important d'observer. Puis en ce moment, avec la pandémie, hein, les physios font beaucoup de télé-réadaptation et ont des excellents résultats. Donc, juste en regardant la personne, comment elle bouge, comment elle se tient, on est capable quand même de donner beaucoup de conseils et d'exercices. Fait que ça démontre à quel point l'observation est vraiment un outil vraiment important pour aider nos clients à améliorer leurs blessures et qu'elles ne reviennent pas, évidemment, dans le temps. Alors, voilà!